Bonjour et bienvenue sur l'Audace d'être moi, le podcast qui te donne des clés pour t'accomplir. Je suis Alexia Ferrantelli, je suis coach de vie et coach professionnel. Je partage avec toi des concepts pour élargir ta réflexion, des outils pour transformer concrètement ta vie, retrouver du sens, de la légèreté, de la liberté, de l'énergie, de la présence, de la joie de vivre au quotidien, pour devenir qui tu es, vivre ta nature et offrir le meilleur de toi aux autres. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Pense à t'abonner pour ne rien rater. Tu écoutes l'épisode 57, les vertus de l'engagement amoureux. Plusieurs d'entre vous m'ont demandé de parler du couple, et l'idée précise de cet épisode me vient d'Agnès, qui participe à mon programme d'accompagnement. Voici son message. Que peut représenter le mariage aujourd'hui ? Que peut signifier cet engagement réciproque entre deux individus ? Dans le contexte culturel qui est le nôtre en France, en 2020, maintenant qu'il n'est plus comme au siècle dernier l'expression de la soumission à un ordre établi, une obligation identitaire et sociale, un outil de mainmise de l'homme sur la femme et de dépendance de cette dernière à l'homme, et en dehors de toute raison matérielle, à quel besoin, à quel désir cet engagement libre et spontané peut-il répondre ? En quoi peut-il être bénéfique à l'équilibre de chacun ? Intéressant comme question, non ? Alors dans cet épisode, on va voir d'abord les vertus de l'engagement amoureux. Et puis, on va voir comment faire pour vivre l'amour sur le long terme. Et enfin, on verra comment dépasser ses peurs pour oser vivre cet engagement si pour le moment on n'arrive pas à le faire. Alors c'est vrai, au fond, pourquoi s'engager ? Pourquoi décider de former un couple dans la durée ? Pourquoi ne pas se tourner vers un autre partenaire quand les difficultés apparaissent ? Pourquoi ne pas retrouver de l'intensité en passant à une autre aventure amoureuse ? Passer la passion spontanée des débuts, construire un couple sur la durée, ça demande des efforts. Alors pourquoi faire ces efforts ? Quand on décide de construire un couple sur la durée, que ça devient un projet partagé, l'un et l'autre décident de mettre leur vie en commun, d'accorder sa confiance à l'autre et s'engagent à offrir à l'autre son soutien, son amour, sa loyauté. Chacun s'engage à ne pas faire de choses qui pourraient diviser cette union. Pourquoi s'engager à ça ? L'option radicalement inverse, c'est de multiplier les aventures. Ça peut paraître attrayant. Pas de lassitude, plaisir de la nouveauté, pas d'effort à faire. On se prend et on se laisse s'il y a un problème. On reste toujours dans l'intensité de la séduction, de la découverte. On a l'impression d'être libre. Mais, comme l'a écrit Paulo Coelho, la liberté n'est pas l'absence d'engagement, mais la capacité de choisir. Ce qu'on vit quand on passe d'une conquête à l'autre, c'est pas vraiment la liberté. C'est plutôt une sorte de fuite en avant, la répétition d'un besoin compulsif jamais rassasié. Les autres risquent de finir par devenir des objets interchangeables et consommables. Pourquoi m'attacher à lui plutôt qu'à lui ? Et s'il y avait mieux ? Les applications de rencontres favorisent cette impression qu'on pourrait trouver mieux ailleurs. Et puis, en sautant d'une aventure à une autre, on reste à la surface de la rencontre. Ça me fait penser à ces touristes qui descendent du bus, prennent quelques photos et filent vers la prochaine destination. Quand on s'engage, on décide d'être là pour l'autre quand il le faut, de le soutenir, de l'encourager, de le protéger, de se réjouir avec lui, de partager sa peine, et puis bien sûr, de partager le plaisir des corps. Quand on s'engage de cette façon, le couple devient un espace d'accueil de soi et de l'autre. On se découvre tout en découvrant l'autre. C'est dans l'approfondissement de la relation qu'on peut grandir. Et pour ça, il faut l'amour sur le temps long. Chaque fois que l'autre évolue, il m'offre une possibilité d'évoluer aussi. Et quand j'explore d'autres facettes de moi, je permets à l'autre de découvrir aussi d'autres dimensions de lui-même. Son regard sur moi éclaire des zones restées dans l'ombre. Comme l'a écrit Antoine de Saint-Exupéry, peut-être que l'amour, c'est ce mouvement
par lequel je te ramène doucement à toi-même. D'autant que, sans en être conscient, j'ai pas choisi l'autre par hasard. Quand on s'engage amoureusement, il y a toute une partie de l'attirance pour l'autre dont on est conscient. On pourrait dire objectivement « je l'aime pour telle et telle raison », en parlant de critères physiques, de certaines qualités, de certaines valeurs, de l'attraction des corps. Mais il y a toute une part qui m'échappe totalement. J'en suis pas conscient, mais je l'ai choisi aussi parce qu'il est parfait pour venir titiller les parts de moi que je n'assume pas. C'est pour ça d'ailleurs que je finis parfois par reprocher à l'autre ce qui m'a attiré au départ. Je suis d'abord fascinée qu'il soit si vivant là où moi j'ai cru qu'il ne fallait pas l'être. Mais au bout d'un moment, ça m'énerve. En fait, il est parfait pour réveiller les parts de moi qui sommeillent. Mais ça ne se fait pas sans tempête. Comme l'a écrit Christiane Singer, les épreuves ne sont pas le signe qu'il faut clore une aventure, mais au contraire, qu'il devient passionnant de la poursuivre. Le cadeau de la crise dans le couple, c'est justement de pouvoir regarder les choses en face et de dépasser nos blocages, d'élargir notre cadre de représentation par la confrontation avec celui de l'autre. Mais pour recevoir le cadeau de la crise, il faut la traverser en y mettant de la conscience. Il faut renoncer aussi à la volonté de changer l'autre. Il faut sortir aussi du « j'ai raison et t'as tort ». Si je reste campée sur ma position, je rate la possibilité de grandir grâce à cette crise. Il faut décider d'écouter réellement l'autre, en quittant le mode défensif. Il faut être capable de regarder la crise en face et de mettre plus de conscience et de communication pour comprendre ce qui se joue pour chacun. Mais comment faire pour que le couple soit cet espace d'accueil ? Il ne s'agit pas de devenir tout l'un pour l'autre. Il ne s'agit surtout pas de tout dévoiler de soi ou de tout découvrir de l'autre. Aimer, c'est être porté vers l'altérité de l'autre. C'est parce que l'autre est autre qu'il m'attire. Et il faut qu'il y ait toujours un espace entre l'autre et moi, un mystère. Vouloir le faire changer pour qu'il corresponde plus à ce que je pense qu'il faudrait qu'il soit pour me rendre heureuse, c'est une erreur. Taire qui je suis pour essayer d'être celle que je pense qu'il aimerait que je sois, c'est une impasse aussi. On construit un lieu de partage tout en préservant chacun notre autonomie, en habitant pleinement notre singularité. On est soi sans se dérober à la présence de l'autre. On est là, présent, à côté de l'autre, et même si cette présence n'est pas sans faille, on fait le choix de la préserver du mieux qu'on peut. Et ça ne peut pas se construire sur l'impermanence. C'est un espace qu'on construit pas à pas, au fil des jours. Un espace dont on prend soin, qu'on préserve pour soi et pour l'autre. Ça nécessite de la durée, de la présence, de l'authenticité. Pour bâtir ce cadre à l'intérieur duquel chacun peut se déployer, il ne s'agit surtout pas de se résigner, de se sacrifier, parce que ce serait une forme de trahison de soi. Mais il faut être capable de renoncer parfois en faveur de son choix amoureux. C'est ça qui permet à l'intimité de grandir. La confiance et l'authenticité sont indispensables pour construire et faire vivre ce précieux lieu d'accueil et de partage. Le mensonge dans le couple est affreusement douloureux parce qu'il vient déchirer cet espace unique. Mentir à l'autre, ça n'est bon ni pour moi ni pour l'autre. Quand on se joue de l'autre, on se joue de soi-même aussi. Le mensonge, c'est quelque chose qui nous consume de l'intérieur. La réalité se déforme et on finit par se construire une identité fausse. On alourdit considérablement sa vie. Le mensonge nous fait éprouver de la culpabilité, de l'angoisse. Il demande de l'énergie pour dissimuler. Comme l'a écrit Alexandre Pope, celui qui dit un mensonge ne prévoit point le travail qu'il entreprend, car il faudra qu'il en invente 1000 autres pour soutenir le premier.
De l'autre côté de la relation, quand l'être aimé nous ment, on éprouve la douleur de la trahison. Dans l'amour, il n'est jamais question de se connaître complètement, chacun a son jardin secret. Mais quand on ment, on dissimule volontairement quelque chose à l'autre. Il ne s'agit pas simplement de garder une distance vitale avec l'autre, mais d'exclure délibérément l'autre du partage. Le lieu intime se déchire, la douleur est vive. Ne pas le reconnaître, c'est être dans un déni de réalité. C'est une double trahison de faire fi de la détresse de celui qui découvre la trahison. C'est une chimère de penser que ça puisse avoir lieu sans souffrance. L'authenticité et la confiance, ce sont deux piliers pour qu'un couple puisse s'épanouir. Et selon moi, il a aussi besoin d'exclusivité. Certains pensent qu'il faudrait être capable de dépasser ce besoin d'exclusivité, qu'il est le signe d'une dépendance ou d'une possessivité, et pas le signe de l'amour. Il y a pourtant une différence entre le désir d'être le tout de l'autre et celui d'être son seul amour. Il ne s'agit pas de prétendre se combler entièrement l'un l'autre, mais décider que ce qu'on vit à deux est unique, particulier, qu'on n'a pas envie de le partager avec quelqu'un d'autre. Si l'autre nous était indifférent, on pourrait le prêter, s'en passer. Mais celui que j'aime, c'est lui et pas un autre. Sa présence a acquis un statut particulier. Par contre, poser comme postulat de base du couple « tu es là pour faire mon bonheur et moi, je suis là pour faire le tien », ça peut être un sacré écueil. Je pense plutôt comme Jacques Salomé que, dans un couple, peut-être que l'important n'est pas de vouloir rendre l'autre heureux, c'est de se rendre heureux et d'offrir ce bonheur à l'autre. Et l'amour sur le temps long, en effet, ça demande de l'attention. Comme l'a écrit Clémentine D'Aulnoy-Wang, l'espace du couple, c'est comme un jardin. S'il y pourrit une carcasse de voiture, s'il y traîne nos vieilles poubelles, si tout est en friche, personne n'a envie d'aller s'y promener, y faire une sieste ou lire un livre. C'est comme un jardin, c'est du travail de désherber, semer, arroser, bêcher, et ce travail peut être un vrai plaisir. C'est un engagement, une intention, des gestes recommencés encore et encore à chaque saison. Certains gestes permettent de cultiver ce beau jardin pour que les plus belles fleurs puissent s'y épanouir. Dire merci à l'autre, merci pour les petites comme pour les grandes choses. Bien souvent, on considère que c'est normal que l'autre prépare le repas, tonde la pelouse, s'occupe des papiers, organise les vacances. On ne se dit pas assez merci. N'oublions pas de ressentir de la reconnaissance pour tout ça et de l'exprimer. N'oublions pas de nous émerveiller de tout ce que l'autre est et de tout ce qu'il fait. Avoir le courage de s'excuser aussi quand on l'a blessé. Trouver la force de lui pardonner quand il nous a blessés. Se laisser des petits mots d'amour, s'embrasser pour se dire bonjour le matin, s'enlacer quand on se retrouve, et se réserver du temps à deux. Et pourquoi pas se donner rendez-vous pour faire l'amour. Cette idée peut heurter parfois quand on vit ensemble, parce qu'on se dit qu'il faut que ce soit spontané, que c'est mieux si on ne prévoit pas. Pourtant, quand des amants illégitimes se donnent rendez-vous de 5 à 7, ça pose pas de problème. Se donner rendez-vous pour faire l'amour, ça veut dire qu'on va l'un et l'autre se rendre disponibles pour ça, s'y préparer. Et nos imaginations commencent déjà à courir. Ça permet d'attiser le désir. Tous ces petits gestes, bien sûr, ça ne se fait pas sur un claquement de doigts. Mais ça vaut la peine. Donc oui, Agnès, pour répondre à ta question, je crois aux vertus de l'engagement amoureux. L'amour sur le temps long permet de s'accompagner mutuellement dans nos quêtes personnelles. À chaque instant, je peux choisir de porter mon attention sur les aspects de l'autre qui me font l'aimer. M'émerveiller encore et à nouveau de la même présence et des mêmes gestes. J'aime d'autant plus cette expression de ton visage qu'elle me rappelle toutes les fois où je l'ai déjà observée. J'admire d'autant plus cette qualité dont tu fais preuve que je sais pour l'avoir vécue avec toi que tu l'as chèrement acquise.
Quand je porte sur l'autre un regard d'amour, je lui permets de se révéler dans toute sa beauté. Je lui permets de quitter les carapaces derrière lesquelles il a pris l'habitude de se protéger. L'amour ne rend pas aveugle, il rend visionnaire. L'amour, sur le temps long, quand on en prend soin, permet à chacun de révéler sa nature profonde. Alors maintenant, je vais m'adresser à ceux d'entre vous qui ont peur de s'engager amoureusement. Si tu es dans ce cas, j'espère que la première partie de cet épisode t'a donné envie de tenter cette belle aventure. Et maintenant, voici quelques pistes pour t'aider à dépasser ta peur. D'abord, je te propose d'explorer ce qui se joue pour toi dans cette peur de l'engagement. D'y mettre le maximum de conscience. La conscience de toi, ça te permet de faire un pas de côté pour enrayer la machine à répéter les scénarios négatifs. Ce qu'on n'a pas identifié, ce qu'on n'a pas amené à sa conscience, se rejoue dans nos relations affectives. Alors, qu'y a-t-il derrière ta peur de l'engagement ? La peur de l'engagement cache d'autres peurs. Peur de souffrir, peur de l'abandon, peur de l'échec, peur de ne pas être à la hauteur, peur d'être trahi, peur de perdre ta liberté, peur d'être envahi, peur de te perdre dans la relation. Quelle est ta peur sous-jacente ? C'est important de l'identifier, de bien la connaître pour pouvoir l'apprivoiser et ne plus en être complètement le jouet. Alors sois curieux de ta peur, essaie d'en connaître les contours. Prends un papier et un crayon et prends le temps de répondre aux questions suivantes. As-tu toujours eu peur de t'engager ou est-ce la première fois ? Cette peur est-elle liée à ton partenaire actuel, à tes précédentes histoires d'amour, à ton enfance ? Comment as-tu été regardé, aimé, sécurisé ? Quelles sont tes croyances par rapport à la relation amoureuse ? De quoi as-tu peur exactement ? Que pourrait-il t'arriver de pire ? Si tu vois que ta peur de t'engager n'est liée qu'à la personne avec qui tu es en couple, parce que tu n'as pas confiance en elle, par exemple, tu pourras peut-être envisager de mettre fin à cette relation. Si tu prends conscience que ta peur n'est pas légitime, qu'elle est un héritage d'un passé proche ou lointain, il s'agit plutôt de surmonter cette peur. Et pour ça, regarde ta peur en face. Accepte que, pour le moment, oui, tu ressens cette peur. Accueille-la avec compassion. Et vois de quelle façon tu peux moduler les pensées qui génèrent cette peur. Si par exemple tu identifies une croyance du type « on ne peut pas faire confiance à un homme », vois comment tu peux remettre en cause cette croyance. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est vraiment vrai ? Tu peux voir dans ton entourage des exemples qui contredisent cette croyance et commencer à la moduler, à la faire évoluer peu à peu pour t'en détacher, t'en libérer. Et tu prends soin de cette part de toi qui a peur en t'engageant doucement dans la relation. Tu peux faire des visualisations pour t'imprégner de ce que tu projettes de vivre, pour commencer à changer le circuit pensée, émotion, action déjà emprunté, pour préciser et te familiariser avec ce que tu souhaites vivre et te permettre de croire que c'est possible. Et puis fixe-toi des objectifs progressifs en prenant position dans des situations que tu aurais évitées auparavant. Parce que la réussite est dans l'action aussi. C'est dans la magie de la rencontre que les choses vont se dénouer. Croire qu'il faut être super bien avec toi-même avant d'envisager tout engagement amoureux, c'est faux. C'est aussi dans le lien avec l'autre que les choses vont se jouer. Et ce lien se tisse à deux. Plus l'amour se développera entre toi et l'autre, plus ta peur s'amenuisera. Comme l'a dit le penseur Osho, la peur chasse l'amour chasse la peur. Et une fois que le lien est noué, que la confiance commence à s'établir, tu peux partager tes peurs à l'autre. Oser les dire et accueillir les siennes, ça renforce le sentiment d'amour, d'intimité, de sécurité. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je te laisse avec cette citation de Christiane Singer. La vraie aventure de vie, le défi clair et haut, n'est pas de fuir l'engagement, mais de l'oser.
Libre n'est pas celui qui refuse de s'engager. Libre est sans doute celui ayant regardé en face la nature de l'amour, ses abîmes, ses passages à vide et ses jubilations, sans illusion se met en marche, décidé à en vivre coûte que coûte l'odyssée, à ne refuser ni les naufrages, ni le sacré, prêt à perdre plus qu'il ne croyait posséder, et prêt à gagner pour finir ce qui n'est coté à aucune bourse, la promesse tenue, l'engagement honoré dans la traversée sans feinte d'une vie d'homme. Tu retrouveras cet épisode sur le site l'audace-d'être-moi.com, tout collé sans apostrophe. Tu peux t'inscrire à la newsletter et recevoir en cadeau les outils d'auto-coaching. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi avec l'application de ton choix pour recevoir ton épisode gratuit chaque semaine. Si mon programme d'accompagnement t'intéresse, envoie-moi un message sur la page contact de l'audace-d'être-moi.com. Je me ferai un plaisir de t'en dire plus. Si cet épisode t'a plu, pense à laisser un avis sur ton application de podcast. Ça te prendra 1 minute et ça m'aide énormément à me faire connaître. Merci. La semaine prochaine, il n'y aura pas d'épisode parce que j'aurai la chance d'être à New York. Alors on se retrouve dans 2 semaines. Merci.